Bonjour, je suis Sylvie Bouffartigue, je suis professeure des universités. J'exerce actuellement à l'université de Versailles-Saint-Quentin, Paris-Saclay et membre de la 14e section. Je suis spécialisée et spécialiste en études culturelles latino-américaines et caraïbes. J'ai soutenu ma thèse en 2000. J'avais travaillé sous la direction de Paul Estrade, qui était professeur des universités à Paris 8, et je l'ai soutenu donc à l'université de Paris 8. Et le titre de ma thèse était donc Le roman des guerres de l'indépendance de Cuba entre 1898 et 1951. Alors avant qu'on parle du contenu de cette thèse, du pourquoi, du choix du sujet, comment tu as travaillé, etc., j'aimerais qu'on commence par ton parcours. Est-ce que tu peux nous dire si tu as eu un parcours, ce que j'appelle banalement classique, avec une licence, une maîtrise, un DEA, ou est-ce que tu as été baroudé en Amérique latine et dans la Caraïbe avant de te lancer dans des choses sérieuses? Attends, excusez-moi, je réfléchis, ce qui est dissible, ce qui n'est pas dissible. Alors, non, en fait, moi j'ai étudié, enfin, je viens du sud-ouest, comme ne le dit jamais mon accent. Donc, je me suis un petit peu promenée dans le sud-ouest, entre essentiellement le Lot, le Gers et la Haute-Garonne. J'ai passé mon année de terminale à Saint-Cernin, à Toulouse, et c'est ensuite, après de très courtes études à l'Arsenal en droit, que j'ai décidé, dans ma première année de licence, de réorienter complètement mon choix initial et de faire des études en civilisations étrangères. Euh, et je suis montée à Paris et je me suis inscrite à l'université de Saint-Denis. Parce que cette université-là, Paris 8, Vincennes à Saint-Denis, avait pour moi une renommée, pardon, un aura, une image, voilà, qui était pour moi un facteur d'attrait. Euh, j'ai rencontré donc des enseignants au département d'études hispaniques et latino-américaines, euh, es- espagnol, latino-américain, français, qui avaient des parcours assez divers, mais absolument passionnants. Et j'avoue que j'ai un petit panthéon comme ça de maîtres et de maîtresses pas à penser, mais qui ont été vraiment des référents dans ma formation intellectuelle et universitaire. Et une fois donc à Saint-Denis, au sein de ce département, ben, j'ai déroulé mes études avec vraiment énormément d'intérêt. Je cherchais de la passion en fait, y compris de la passion intellectuelle, et j'en ai trouvé beaucoup. Voilà, et c'est ce qui m'a ravi. Donc, arrivé en troisième année de licence, ben, je n'avais toujours pas voyagé hors de France dans le cadre de mes études. Erasmus n'existait pas encore. J'ai rencontré en revanche, et ça c'était une chose qui était très importante pour moi, parce que je peux le dire autrement, c'est vrai que beaucoup de mes enseignants, Ballesteros était espagnol, euh, Paz Espejo était chilienne, Miguel Rasmix était péruvienne, je ne dis pas d'ânerie. J'ai eu aussi, enfin, j'ai eu pléthore de ces enseignants parus, dont beaucoup hein, étaient en France, réfugiés ou pas. Donc, on avait déjà cette ouverture. Et puis, Paris 8 accueillait également des enseignants étrangers qui venaient durant un semestre exercer. Et là, moi, enfin, aussi, quelque part, je lui rends hommage. J'ai ainsi rencontré une professeure d'université et écrivaine cubaine, Nara Araujo, qui a été, encore une fois, je sais pas, une personnalité de référence pour moi. Voilà. Donc là, j'arrive en L3. Je suis partie avec mon sac à dos à Séville et à Madrid à l'issue de ma L3 pour commencer des recherches en master. C'est-à-dire que Paul Estrade euh, euh,
c'était mon enseignant, on avait déjà échangé. Il m'avait proposé en effet un sujet de master qui m'intéressait beaucoup, qui était au croisement de ce que j'ai toujours fait en fait, de la littérature et de la civilisation. C'était un sujet sur la commémoration du 4e centenaire de la découverte de l'Amérique à travers la presse espagnole. Donc je suis partie avec mon sac à dos, sans aide, hein, sans support Erasmus, et j'ai passé une année entre Séville et Madrid pour euh, dépouiller les archives, bon, notamment finalement celle de Madrid à la Bibliothèque nationale. Voilà. J'ai soutenu ensuite mon master. Et est-ce qu'on en arrive là? J'ai soutenu mon master et j'ai décidé de m'inscrire ensuite en thèse. Et le mémoire de M2, il portait sur quoi? La même chose que M1? Alors, oui, MEM2, c'était le même mémoire. Donc, c'était 2 ans, en fait, pour travailler sur, encore une fois, la représentation. Comment la presse cubaine, de la plus indépendantiste, qui tout simplement ne le traitait pas, à la plus intégrée, c'est-à-dire pro-espagnole, hein, avait abordé les festivités, tu sais, qui se sont tenues dans tout le monde hispanique en 1892. Voilà, donc j'essaie de recaler ça. C'est toujours intéressant de reparler de ces choses-là parce que tu te rends compte a posteriori, alors qu'on n'a pas forcément le temps d'y réfléchir quotidiennement, comment finalement enfin, tu donnes un sens bien sûr à ton parcours, mais pas à pas, tu le construis également, hein. C'est vraiment une réaction, c'est interrelationnel. Enfin, et donc là, j'étais déjà sur des questions de mémoire et de représentation et de construction de thèmes que je travaille énormément aujourd'hui, puisque depuis que je suis à Versailles Saint-Quentin, Paris-Saclay, on est, hein, sur le patrimoine avec la création de cette école graduée Humanité Sciences du patrimoine, donc appliquée à nos domaines. Et alors du coup, comment ces réflexions-là sur le 4e centenaire dans la presse cubaine, on en arrive à ton sujet de thèse? Je pense que tu sais quoi, je pense là que la personnalité de mon directeur de recherche a été très importante, très déterminante. Euh, Paul Estrade était un directeur de recherche extrêmement. Enfin, il était cadrant, mais il était cadrant avec énormément de souplesse, énormément à l'écoute de ses étudiants. Moi, j'ai été loin d'être une masterante ou une doctorante exemplaire. C'est-à-dire que je partais, comme je te disais, avec mon sac à dos. Je ne donnais pas de nouvelles. C'est vrai qu'on n'avait pas de portable à l'époque, mais je ne donnais pas de nouvelles pendant X temps. Après, je faisais mes recherches, puis je voyageais aussi, je vivais ma vie, que ce soit à Séville, à Madrid ou plus tard à La Havane. Mais voilà, et c'est lui, je me rappelle, qui m'envoyait des courriers avec un article, donc tu vois, qui revenait me solliciter. Bon, et de cette relation-là, qui était encore une fois cadrante, mais souple et chaleureuse, j'ai eu beaucoup enfin, de respect humain, hein, au-delà du respect intellectuel. Et donc, c'est lui qui, après mon mémoire de recherche, m'a suggéré de travailler encore une fois sur cette représentation des guerres d'indépendance dans l'histoire cubaine. Et au départ, j'avais un corpus extrêmement réduit. Je crois que pour mon mémoire de DEA, j'avais quatre romans, hein, de romanciers des années 1910, 1920. Donc, après, ça a explosé puisque j'ai rassemblé encore plus d'une centaine d'œuvres sur toute donc une période beaucoup plus élargie. Donc, il avait le nez. Et c'est lui qui avait senti en fait que j'avais cette disposition intellectuelle. Il ne me sentait ni pure historienne, ni pure littéraire. En fait, je me reconnais tout à fait dans cette espèce de posture un peu iconoclaste ou déjà transversale avant qu'on invente presque cette perpétuelle demande d'interdisciplinarité, ce qui est enrichissant, l'interdisciplinarité. Mais au moins, voilà, je l'étais sans vraiment me rendre compte. Et lui a aperçu ça. Et donc, c'est lui qui m'a proposé ce sujet-là. Et j'ai lu les romans et j'ai lu du théâtre aussi beaucoup, puisqu'il y avait un théâtre dit Mambi qui m'intéressait dans cette question de la construction des imaginaires.
Et voilà, et je suis rentrée dans mon sujet, je vais vous dire, tout naturellement. Et voilà, et encore une fois, merci à mon directeur de recherche, à Paul Estrade, d'avoir su proposer, su sentir et su dessiner les contours du sujet qui collait à la personne de toute jeune chercheuse, apprentie chercheuse que j'étais à l'époque. Oui, ça c'est précieux d'avoir quelqu'un qui sent le sujet qui est adapté à toi, ça c'est vraiment très bien. Et alors, parle-nous un petit peu du corpus. Tu as dit les romans, mais donne des titres, explique un peu pourquoi tu as choisi cela, trace-nous un peu ton champ d'action. Alors, au départ, tout au départ, dans le cadre de mon mémoire de DEA, donc qui correspondrait aujourd'hui au Master 2, hein, mais euh, dans le cadre de mon mémoire de DEA, j'étais partie avec 3 romans. Un roman de Bacardi qui s'appelait Via Crucis, sur un petit peu la, la déchéance de cette sacharocratie orientale, francophile. Moi, j'ai longtemps aimé, et peut-être je vais continuer, donc j'aime à dire que c'est un petit peu l'anti-automne emporte le vent. Parce que voilà, il constate la fin, hein, d'une classe sociale dont la richesse était basée sur l'esclavage. En même temps, Bacardi ne la déplore pas, ne la regrette pas, comme c'est le cas de Margaret Mitchell, bon, pour les États-Unis. Donc ce roman-là, un roman qui s'appelait La Insurrection, d'un auteur cubain qui a compté dans les années 10-20, Rodríguez Embil. Bon, et puis, le troisième roman était un roman de Cabrera. Emilio Cabrera, il y a une très belle thèse ultérieurement de Pierre Bastera sur la facette, le côté politique de cette indépendantiste qui a été autonomiste, qui a été une figure intellectuelle donc de la fin du 19e. Sombras Eternas, Ideales, Sombras que Pasan, et plus tard a été édité le 3e tome, c'était une trilogie, Sombras Eternas. Voilà, donc j'étais partie avec 3 auteurs. Et là, donc, j'ai pu bénéficier d'une convention qui m'a permis d'aller travailler directement les archives à La Havane, parce que le problème des romans cubains dans les années, moi je te parle des années 1900, fin 80, j'ai dû commencer ma thèse fin 80. C'est qu'on n'avait pas beaucoup d'éditions, fait aujourd'hui non plus, mais on n'avait pas beaucoup d'éditions cubaines, et puis on n'avait pas du tout développé encore les archives numériques, donc voilà, il fallait nécessairement se déplacer. Donc j'étais à l'époque monitrice à l'université de Paris 8, puisque j'étais allocataire et doctorante à Paris 8, j'avais obtenu un poste d'allocataire. Les collègues avaient aménagé mon emploi du temps de manière à ce que je puisse me libérer 6 mois en faisant voilà. Et donc, je suis partie à La Havane. Encore une fois, avec mon sac à dos pratiquement. J'avais 2 contacts, disons, qui sont devenus encore une fois, des personnes absolument référentes. Alors, bien sûr, il y avait Nara Araujo, que j'ai retrouvée. Il y avait surtout Luisa Campuzano, qui était professeure à l'Université de La Havane et directrice plus tard du Centre d'études féminines de la Casa de las Américas, qui est une intellectuelle absolument remarquable et une femme de cœur. Et puis, j'ai rencontré, c'était juste un nom au départ pour moi, une chercheuse de l'Université de La Havane qui s'appelait Ana Cairo. Ana Cairo est décédée il y a 3 ans, trop précocement. Bon, franchement, c'est une énorme perte pour la recherche caraïbe. Mais Ana Cairo, elle avait déjà, je pense qu'elle a, elle a profondément marqué quand même la chercheuse que je suis. Moi, ce que j'ai découvert dans cette première année à La Havane, en suivant des séminaires, en parlant avec ses enseignants et ses chercheurs, bon, qui étaient mes maîtres, hein, voilà, mais en échangeant énormément avec eux, c'est de voir qu'ils ne pratiquaient pas ce que nous avons pratiqué si longtemps dans l'hispanisme français, c'est-à-dire ce clivage entre les littéraires et les civilisationnistes.
Et ça, c'est quelque chose, enfin, c'est une approche que je m'y suis trouvée tout de suite beaucoup plus à l'aise. C'est-à-dire que je n'avais pas ces barrières disciplinaires qui étaient voilà, posées par principe. Et je trouvais que le dialogue était tellement plus enrichissant et la pensée, voilà, tellement plus émergente dans ce dialogue permanent. Puis ça me convenait tout simplement, tout à fait, ce que Paul Estrade avait déjà senti. Et donc, quelque part pour moi, ce sont ces chercheurs-là, et Anna Cairo en particulier, qui avait vraiment une très forte formation d'historienne. Hein. C'était une travailleuse d'archives remarquable, mais elle était déjà un petit peu dans l'histoire culturelle, plus que dans les études culturelles. Voilà, avant qu'on ne nomme encore cela. Et c'était, je pense que enfin, ce monde universitaire cubain dans les années 90, tu vois, fin 80-90, a été pour moi vraiment une source, pas tant en termes de, vraiment en termes de forme. Ce n'est pas tant les contenus, ce sont les formes, la forme de pensée, cette ouverture, cette façon d'ouvrir en lançant des passerelles. Pas forcément une remise en question de ce que font les autres, au contraire, mais le lire, enfin, l'assimiler et puis voilà, et ouvrir. C'est une manière de penser. J'allais te dire en risant, mais c'est presque un cliché, mais il y a peut-être quelque chose de cela et c'est peut-être quelque chose qui est très de la Caraïbe, justement. Et moi, qui m'a énormément aidée. Et Anna Cairo, ça a été une rencontre. Mais j'ai des souvenirs. Pour te dire que la recherche, mais ça, je pense que tu le sais, mais notre activité de chercheur, notre activité intellectuelle, elle n'est pas séparée de notre enfin, de notre personnalité, de notre vécu humain. Moi, j'ai des souvenirs de conversations pendant des heures le soir dans le petit bureau, dans le rocking chair ou la mecedora avec Luisa Campuzano. Et on parlait de tout et de rien. Il a une culture, Luisa, mais elle a une culture tellement énorme. Et puis, c'était simple, c'était chaleureux, c'était amical. Et on buvait des cafés ou on buvait de l'eau, parce qu'à l'époque, il y avait surtout de l'eau. Et aussi à Laval, il y avait beaucoup d'eau. Ah ben si, parce que c'était le paléo spécial. Alors, je crois que le rhum était difficile à trouver. J'ai d'autres souvenirs sur le Malécon. Et c'était dans d'autres circonstances. Et Anna Cairo, tu vois, je me souviens être arrivée à l'université toute timide. Paul m'avait donné son nom et je demande à parler à la professeure Anna Cairo, puis je vois arriver cette petite dame habillée chouette très simplement avec un sac, tu sais, on a un cabane là, un sac de course. C'était oui, bah, voilà, une autre image de l'enseignant, quand même, mais c'est en France d'être. Bon, bref. Et puis, on commence à discuter. Elle avait un accent cubain que j'avais du mal à comprendre. Hein, il fallait que je m'accroche. Et elle m'a dit, allez, alors, quels auteurs connais-tu? Donc, je lui ai donné les trois auteurs qui étaient mes points d'entrée. Elle m'a dit, OK, allez, elle est suis-moi. On est rentré dans la bibliothèque. Et alors, je suis sortie. Je crois que je portais 20 kilos de livres. Et voilà, elle les entassait. Tu as tu ça, tu ça, tu ça, tu ça. Heureusement, j'avais un sac à dos. Donc, j'ai tout fourré dans mon sac à dos. Elle m'a dit, bon, allez, tu as une semaine. Parfait. En fait, elle m'a fait une formation intensive à toute la littérature, à la culture cubaine. Voilà. Et donc, au bout d'une semaine, je suis revenue. Ça pesait, pour moi, il faisait chaud quand même sous les tropiques. Je suis revenue avec mon sac à dos et mes 20 kilos. Je lui ai rendu les livres. Et tac, j'ai fait une seconde cargaison. Et ben oui, mais oui, c'était. L'effort, c'était de porter les livres, comme toujours, mais ça, c'est bien, les livres, c'est lourd quand même. Et voilà, et c'était ça. Tu vois, ce sont des souvenirs comme ça. Et extra, voilà. Et j'ai été logée d'ailleurs, parce qu'on avait un accord avec l'Université de La Havane. J'étais à l'époque logée dans une cité universitaire. Et encore une fois, tu vois, tu me parlais de voyage, mais on avait enfin, le monde entier, pratiquement le monde entier. Des étudiants maliens, des étudiants sénégalais, beaucoup d'étudiants d'Afrique, des étudiants algériens, pas énormément, mais il y en avait quelques-uns, beaucoup de latino-américains évidemment, et quelques Belges, de Français. Trois même, parce qu'on était trois à un moment donné. Et puis voilà, cette petite communauté-là
du monde entier étudiaient sur des sujets très, très divers. Ça allait, encore une fois, hein, de gens qui se formaient, qui faisaient des études de médecine, à ceux qui étaient venus étudier la musicologie, en passant par donc, des gens comme nous. C'était extraordinaire. Oui, j'imagine. D'ailleurs, tu en parles avec beaucoup de passion, mais pas de nostalgie. Je remarque que tu ne retiens que l'enthousiasme que ça a généré chez toi. Alors, J'essaie de positiver la nostalgie, peut-être. Oui, non, c'était des années extraordinaires. En fait, moi, je souhaiterais à tous les, enfin, à tous les jeunes qui le souhaitent, évidemment, mais je leur souhaiterais de pouvoir, ben, je sais pas, vivre et puis des choses semblables pour le voyage, pour les rencontres, et puis pour, encore une fois, cette présence enfin, de professeurs et de professeurs, mais qui étaient encore une fois des gens d'une culture, ou qui sont des gens d'une culture immense, et puis d'une chaleur et d'une humanité profonde. Et voilà, c'est le sel de la vie, quoi. Donc, si je pouvais envoyer tous mes étudiants vivre voilà, de telles expériences, c'est tellement formateur. Ouais. alors, il y a du sel dans la vie aussi, dans la conception de la thèse, y compris dans l'écriture parfois. Donc, est-ce que tu peux nous dire ce que tu as voulu démontrer dans ce travail? Oui, alors il faut que je revienne à La Havane, donc, mentalement. Puisque l'année suivante, oui, j'ai passé plus d'une année là-bas et je me suis consacrée, entre autres choses, à faire mes recherches à l'université, pardon, à la Bibliothèque nationale, un peu l'Istituto de Literatura Linguistica, mais il y avait énormément de choses à la Bibliothèque nationale, dans les revues, des romans publiés, des revues, etc. C'était un travail vraiment, enfin, vraiment de longue haleine. Enfin, on avait simplement, tu sais bien, les casiers avec les fiches catalogues, donc qu'il fallait dépouiller. En fait, à part mes trois auteurs du départ et une ou deux pistes que m'avait donné Anna Cairo, la plupart des auteurs que j'ai, et encore une fois, il y en a une centaine, sont des auteurs inconnus ou inconnus, mais des auteurs dont on n'avait pas nécessairement gardé, on n'avait pas gardé trace du fait qu'ils avaient écrit sur les guerres d'indépendance, ce qui fait que vraiment, j'étais dans une position où je savais ce que je cherchais. Tous les textes de fiction, nouvelles, romans en relation, qui mettraient en scène donc les guerres d'indépendance, comme il y a un roman des guerres d'indépendance dans plusieurs pays d'Amérique latine. Bon, on va se limiter à cela. Voilà. Mais je ne savais pas qui ni quoi je cherchais. C'est vraiment plongé dans la meule de foin. Donc, j'ai dépouillé, j'ai lu, je m'accrochais au titre. Lorsqu'il avait des prologues, il y avait beaucoup de prologues et de préfaces. C'était une littérature, c'est une littérature, comment nous dire, euh, c'est un corpus, c'est un, c'est un corpus polymorphe. Il y a de très mauvais romans, des romans de gare, des romans d'aventure, parce que c'est le thème à la mode. Il y a des romans historiques, il y a des romans politiques, comme celui de Pénichette, qui est absolument remarquable. Euh, il y a des romans qui sont ultra conservateurs, c'est-à-dire qu'il s'agit de faire très patriotard, hein, de mettre en scène la victoire du peuple cubain, puis la République est créée, et puis pof, ça y est, tout est parfait dans le meilleur des mondes, alors que Cuba est sous contrôle états-unien, mais ça, on ne veut pas le voir, etc. Il y a des romans, au contraire, qui reviennent pour remettre le débat de la souveraineté, hein, de l'accession ou pas, de la réalisation ou pas des véritables aspirations à la République indépendante, sociale, etc. etc. Donc c'est un roman extrêmement, extrêmement divers, des textes longs, des textes courts, des textes encore une fois qui vont de 1898, donc avec un premier roman feuilleton jusqu'en 1951. J'avais sorti du corpus un texte de 1874 sur lequel j'ai écrit plus tard un article parce que je n'avais pas pu identifier l'auteur. J'ai une hypothèse, c'est ce sur quoi j'ai écrit, mais je n'ai pas de certitude.
Donc, un corpus, oui, polymorphe. Et puis surtout, ces auteurs, lorsqu'ils préfaçaient pour justifier justement de leur démarche, pourquoi j'écris donc un nouveau roman sur les guerres d'indépendance, n'avaient en général absolument aucun égard pour leur père, et personne ne citait personne, y compris dans les critiques littéraires. C'était, par exemple, des critiques littéraires, mais j'ai trouvé des critiques littéraires de Rodriguez Enville, parce qu'il faisait partie d'un petit milieu, voilà, d'auteurs, d'intellectuels, diplomates, voilà, dans les années 20. Mais d'autres, vraiment, ou censurés ou ignorés, parce que j'ai donc épluché aussi toutes les critiques littéraires possibles. Et en dépit de ça, quand même, écoute, à force de lire, de pister, j'ai quand même composé un corpus tout à fait énorme. Alors, l'autre caractéristique, c'est que tu demandais les livres à la bibliothèque, on te les apportait sur la table, et puis tu lisais. Et puis, tu prenais tout à la main. Moi, toutes mes notes sont à la main. J'ai des coffres entiers. Voilà. Alors, pas possible, donc, évidemment, hein, inutile. Mais ça, c'est toujours pareil, c'est des regrets que j'ai également. Parce qu'à l'époque, je pistais donc la représentation des guerres d'indépendance. Je ne pouvais pas recopier intégralement tous les livres que je lisais. Mais il reste toujours ce souvenir. Ah, mais ça, c'est dommage, c'était un autre thème, mais j'aurais dû. Ah, tu vois, c'est pas de la nostalgie, hein, mais voilà, d'éternel. Bon, voilà, et donc, j'ai travaillé voilà, pendant un an à rassembler ces sources-là, avec, encore une fois, c'était la période difficile, hein, de la période spéciale. Pas de revenus, la fin du soutien soviétique, donc aller à la bibliothèque, c'était quelquefois, en milieu de journée, tac, plus de lumière, on partait. Enfin, voilà, c'était vraiment euh, un emploi du temps qui était loin d'être routinier. Mais bon, c'est tout à fait possible. Enfin, ça ne fait que des souvenirs encore plus finalement euh, chers. Euh, et donc j'ai façonné mon sujet enfin mon sujet. Oui, ma problématique, je l'ai façonnée à mesure. Mais c'est vrai que je suis partie avec l'idée le roman des guerres, mais étant donné que j'avais très peu de sources à partir desquelles travailler, euh, logiquement, il a d'abord fallu que je les réunisse, que je les Oui. lise pour voir un peu comment je pouvais traiter cette chose. Alors maintenant, tu sais quoi? Avec l'expérience que j'ai, si je recommençais le sujet, évidemment, je ne le ferai pas de la même manière. Mais bon, ça fait partie de notre, oui, de notre métier, de notre formation et de l'évolution. Euh, il y avait un autre point, c'est qu'à l'époque, il y avait très peu il y avait peu d'histoires de Cuba en France publiées, et notamment l'histoire des guerres d'indépendance. Alors moi, je traitais deux guerres d'indépendance, 68-98, et puis 68, pardon, 78, et 95-98, plus la petite guerre entre 79 et 80. Voilà. Et évidemment, comme il ne s'agissait pas pour moi de rester uniquement dans la question, la vision militaire de la guerre, ce que faisaient les auteurs les plus réactionnaires, donc il fallait en tenir compte, mais c'était pas mon sens le plus intéressant du thème. J'ai veillé à contextualiser histoire politique, histoire sociale, histoire culturelle, etc. Donc, ma thèse est arrivée avec une énorme première partie consacrée, en effet, à la contextualisation. En fait, ça aurait pu être un petit manuel d'histoire des guerres à soi tout seul. Ensuite, la justification, le positionnement, pardon, de ce corpus qui, à l'époque, à Cuba, n'était pas identifié comme corpus des guerres. Hein. Oui. Même Fornet, par exemple, il disait qu'il manquait le grand roman des guerres, et il parlait d'un corpus de 3-4 romans, puisque tous ces textes voilà, étaient. Et ensuite, donc, replacer ce corpus dans la littérature de témoignage, puisqu'il y a évidemment énormément de relations. La question du théâtre Mambi, théâtre militant des années 1868-1875, la toute première guerre. Le roman aussi historique, le roman d'aventure, le roman latino-américain. Enfin bon, il y avait voilà, beaucoup de. Et puis ensuite, donc, j'attaque ma partie. Et c'est vrai qu'il y a d'abord un gros travail
de typologie finalement de ces textes. Je les avais classés, j'avais même travaillé sur les vagues éditoriales pour les mettre. C'était assez intéressant, ça. Je m'étais lancée dans des tableaux, faire la même pratiquement, euh, dans des tableaux et des graphiques pour montrer comment, après chaque intervention, par exemple, après chaque intervention, il y avait à nouveau un regain de publication de textes sur les guerres, et souvent d'auteurs d'ailleurs, oui, engagés politiquement et critiques sur la question de la souveraineté, du statut néocolonial de Cuba. Dit maintenant, ça me semble tellement évident, mais bon, voilà, c'était nécessaire de le faire. Voilà, il fallait expliquer quel était ce corpus. Et ensuite, j'avais travaillé donc la question, encore une fois, de la perspective dans laquelle étaient décrites les guerres. C'est-à-dire l'état d'esprit, hein, la volonté, et donc ça nous renvoie à la question de la construction d'une représentation en fonction des opinions, de l'idéologie, voilà, et de la période où l'auteur écrit, et une typologie aussi des personnages récurrents. Alors, parce qu'il y a à Cuba comme ailleurs, mais c'est vrai que le roman du 19e, le théâtre buffo, a créé des stéréotypes, hein, de cubains, donc ça m'avait semblé intéressant de voir comment on retrouvait ces personnages, un peu quasiment archétypaux d'ailleurs, et comment ils étaient travaillés, comment ils évoluaient. Donc, j'avais adopté ce point de vue. C'était une grosse thèse, hein, quand je suis arrivée avec les 1000, il y avait plus de 1000 pages, je crois que ça pesait 3,5 kg. Enfin, bon, c'était énorme. Peut-être pas 3,5 kg, je confonds avec le poids de ma fille. Mais ça, c'est aussi une caractéristique. Bon, c'est ton deuxième bébé, ta thèse, mon deuxième bébé. Grand Et, aussi, grand classique. et alors, en conclusion de la conclusion, alors Oui. qu'est-ce qu'on retient? C'est une littérature engagée, c'est une littérature réaliste enfin, c'est du roman historique qui décrit les faits et les anime vaguement avec trois, quatre personnages. C'est quoi? Alors tu vas me dire, bah, c'est difficile de dire parce que le corpus est tellement vaste et tellement varié, mais en substance, si on devait retenir quelques caractéristiques. Avec l'auteur, je dirais, c'est une sorte de magma, mais dans le sens positif du magma, hein, c'est voilà. Et il y a le roman des guerres d'indépendance a été, enfin, cette veine, ce corpus littéraire a été le lieu, ça je pense que c'est, ou pendant de 98, allez, jusqu'à 1900, jusqu'à l'aube en fait de la révolution castriste, parce que regarde, le dernier roman que j'ai trouvé date de 51, c'est pas non plus par hasard. C'est que ensuite, voilà, on rentre dans la lutte anti-Batista, enfin, avec un autre type de roman d'ailleurs, hein, les romans plus tard de la guérilla, mais qui ont un lien en fait de parenté, parce que les romans de la guerre d'indépendance, ils nous parlent de la Manigua, ils nous parlent de tout cela. Mais bon, on ne va plus, on ne regarde plus vers le passé, on regarde vers ce qu'on est en train de construire. Il y a un tournant, voilà. Mais en tout cas, pendant toute la période de la République, avant que s'ouvre la possibilité, l'hypothèse de finalement résoudre les problèmes et renouer avec ceux qui avaient été rêvés, et encore c'était compliqué parce qu'il y avait plusieurs sortes de rêves, mais au moment des luttes d'indépendance, ben, le débat sur ce que c'est que la République sociale, la République civique, la République indépendante, vraiment les relations avec les États-Unis, les questions de racisme, les questions féministes aussi sont posées dans ce roman. Voilà, toutes ces questions-là ont lieu finalement, sont posées de manière plus permanente dans cette littérature que sur la scène politique. Je ne dis pas qu'il ne s'est rien passé politiquement, hein. Bien sûr qu'il y a eu des encore une fois, il y a eu plusieurs mouvements, il y a eu des insurrections, il y a eu des occupations états-uniennes aussi, ça bloque pas mal le débat civique dans un pays, hein, l'idée que s'il y a à nouveau un mouvement social qui soit syndical, populaire, euh, ou anticolonial, on va se retrouver envahi comme Porto Rico. Enfin, je pense que ça a lourdement pesé, voilà, sur le champ politique. Mais c'est ce qui est arrivé. Et alors, on sort
sont sorties des images, mais il y a quand même pour moi, en termes de construction des représentations, en dépit donc, de certains discours, de textes ou de tendances dans ce corpus qui peuvent être opposés, euh, pour moi, on a quand même les racines euh, de l'imaginaire dans laquelle la révolution cubaine plonge pas son discours, hein, mais ses racines. Du coup, je me suis répétée. C'est là. Il y a vraiment une continuité. C'est-à-dire que l'idée que la révolution cubaine a été une rupture, et ça, c'est un discours qu'a bâti le régime, mais qui a été bâti par l'extérieur aussi, lorsqu'on critiquait la révolution cubaine. Je crois que non, 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 il y a des lignes de continuité extrêmement claires. Et voilà, dans la façon de concevoir la nationalité, de débattre, de concevoir la citoyenneté, dans euh, le rapport à l'histoire. Le rapport à l'histoire. Euh, le rapport à l'histoire qui est tout le temps en fait en construction, tout le temps en tension. Euh, Ça, c'est un sujet là qui émerge, tiens, que je devrais peut-être travailler. Le rapport à l'histoire politique, et peut-être est-il très différent de ce qu'on peut voir dans d'autres pays de la Caraïbe. C'est pas simplement, tu sais, c'est un slogan moi, qui m'amusait, peint sur les murs à Cuba, là, c'était le David contre Goliath. David étant la révolution cubaine, enfin le peuple cubain, et Goliath évidemment les États-Unis et le système états-unien. Mais c'est bien antérieur. On l'a déjà dans l'histoire de la lutte contre l'Espagne. Euh, voilà, avec des figures comme le bourreau Weiler, qui est évidemment hein, euh, celui qui incarne le plus fortement. Pas chez... Je viens de publier, enfin, je suis en train là, de publier un article justement où je reviens sur l'autre discours des guerres d'indépendance, où je me focalise sur les discours qui ne mettent pas les personnages historiques en avant, mais au contraire les processus à l'intérieur de la République de Cuba Libre et de l'armée de libération, les processus d'apprentissage du civisme et de pratique d'un fonctionnement républicain. Voilà. Et donc, je dis ça en parlant de Weiler parce que Weiler est évidemment bâti comme présenté en tant que personnage, comme l'outil le plus répressif et inhumain finalement de la répression coloniale. Et on a à côté des figures très positives comme Maximo Gomez, Maceo, Marty peu, mais Marty est quelquefois présent, mais peu l'ont beaucoup voilà, rencontré, puisqu'il il est mort très tôt. Donc ces personnalités-là, Maceo, encore une fois, hein, c'est le grand général, c'est le grand général cubain, ah pardon, noir. Et Maximo Gómez, c'est le grand général, mais qui n'est pas cubain, puisqu'il est dominicain et il est venu prêter main forte. Donc c'est tout l'univers entier. Tu vois, déjà là, dans ces constructions, on a une certaine conception, encore une fois, d'une nationalité ouverte aussi, hein, qui n'est pas limitée au contour de l'île ou au sang, au droit du sol, ou au droit du sang, mais quelque part. Tout ça, on le retrouve. Oui, oui, c'est un vaste sujet. Puis on voit que ça continue de t'habiter parce que il y a des tas de tentacules qui partent de tiens, je travaille sur ça, je devrais travailler sur ça. Il y a des gens qui font une coupure qui est nette entre la thèse et la suite. Et toi, on voit bien que c'est le sujet de ta vie, en gros. C'est pas la novella de mi vida, mais c'est le thème de mi vida. Mais en fait, oui, c'est assez vrai, mais j'ai eu du mal, non, parce qu'il y a toujours une période après ta soutenance où tu continues à explorer, à présenter ton travail, et puis aussi à présenter des articles, des sujets que tu avais laissés de côté du temps de ta thèse, parce que c'était pas central, enfin, c'était pas voilà, dans la logique de ton travail, et donc que tu exploites. Et, c'est vrai que j'ai mis assez longtemps à m'en séparer, mais c'est ce sujet qui est tellement je pense que j'ai touché par hasard quand même voilà, un point central du système nerveux et du système de représentation culturelle euh, et oui, et de représentation de l'histoire. Et donc, moi, je pensais que ce serait la première thèse et que j'avais fait le travail vraiment de cartographie. Et je pensais qu'il y aurait d'autres sujets après.
Et je suis presque déçue. Non, et de fait, j'ai publié à Cuba, j'ai publié ici, mais peut-être d'autres viendront après, hein. Il faut toujours le temps que les choses reposent. Mais il y a énormément encore de textes qui mériteraient d'être étudiés pour eux-mêmes. Voilà, pas nécessairement voilà, pour leur qualité littéraire, quoi. C'est... Bah, écoute, Et donc, non, je ne suis pas tout à fait sortie. Et si après, je me suis donc. Mais je ne suis pas sortie parce que lorsque je travaille sur l'histoire des. Enfin, encore une fois, l'histoire des représentations voilà, et des constructions de l'imaginaire, ouais, c'était juste avec le temps et puis le champ épistémologique aussi qui évolue, hein, que je n'ai jamais fait que finalement continuer à, à oui, à explorer ce sujet. Mon HDR, alors là, j'anticipe, c'est bien plus tard. Mais moi, je me suis consacrée aussi à travailler sur la construction du personnage des héros. Euh, donc des héros, oui, des héros historiques, des héros de la nation. Du 19e, mais quand même l'époque de la fabrique des héros et pas uniquement à Cuba. Donc, je me suis petit à petit intéressée aussi à d'autres figures comme celle de Hathaway, cette indienne taïno, que la révolution cubaine d'ailleurs, hein, dont la révolution cubaine a fait un héros fondateur de la nationalité. Hathaway, il est même dans la Constitution, ouais, cité dans la Constitution, pour évoquer l'héritage historique. Enfin, euh, et donc, qui a tenté qui a organisé la première rébellion à Cuba contre Diego Velázquez. Et Hathaway, dont on n'aurait peut-être jamais rien su si Las Casas n'avait eu l'excellente idée de lui consacrer un chapitre dans la Brevissima. Bon, voilà, donc j'explique que voilà, je suis partie sur ce personnage de Hathaway, à savoir que pendant la guerre d'indépendance, il y avait des bataillons qui se prénommaient Hathaway, notamment des bataillons d'un village de l'Orient cubain. Euh, donc, je travaille un petit peu en disant, mais finalement, oui, là, on a affaire enfin, des taïnos descendants, et qui le savent, hein, qui revendiquent par le nom de leur bataillon cette identité-là, tout en s'intégrant donc à l'armée de libération nationale de 95. voilà, donc là, pour la thèse, les figures qui ont compté, tu en as évoqué quand même un certain nombre, que ce soit en France avec ton directeur, l'équipe enseignante de Paris 8, et puis à Cuba, hein, on voit que tu en parles encore avec des étoiles dans les yeux et un verre d'eau. Mais j'imagine qu'après, dans ton approfondissement des questions cubaines, caraïbes, il y a eu aussi des gens qui ont compté peut-être un peu plus loin pour la HDR ou la suite de ta réflexion. J'étais entourée de beaucoup d'historiens. Paul Estrade était historien, hein, et alors c'est vrai que les littéraires, les spécialistes de littérature, je les ai aussi rencontrés à Cuba, avec par exemple Luisa Campuzano. Et à Paris 8, pourtant, il y avait quelqu'un qui a beaucoup compté pour moi, qui était Brigitte Magnien, qui a été mon enseignante de littérature et qui était une personne aussi qui a compté dans ma carrière et dans ma formation comme enseignante, puisque elle, me, elle était mon tuteur. Lorsque j'étais monitrice, elle m'encadrait, donc, comme on encadrait alors les jeunes chercheurs qui assuraient un service d'enseignement. Et puis, pour la thèse, j'ai nécessairement oublié de citer des figures dans ce firmament-là d'étoiles que j'ai eu la chance de croiser. Euh, mais je penserai plutôt en fait maintenant à la fin de la thèse et puis aux personnes que j'ai rencontrées même pendant la soutenance de thèse de plus près, des gens comme Françoise Moulin-Civil qui est venue à ma soutenance de thèse et, et qui était à l'époque, qui était au CRICAL, qui n'était pas engagée encore au GRIAL comme elle a été par la suite en 2006. Euh, et donc dont j'avais entendu parler parce qu'elle travaillait sur Cuba, hein, mais voilà, sur le néo-baroque. Et,
Et voilà, puis je me rappelle d'elle pendant ma soutenance de thèse, en fait, et puis elle était venue me voir et m'avait félicité, et puis elle m'avait dit qu'elle avait été impressionnée, qu'elle n'imaginait pas que j'avais travaillé autant de textes, que j'avais réuni, voilà, un tel corpus. Et voilà, la conversation s'était ainsi engagée. Et puis c'est vrai que c'est quelqu'un qui a été absolument déterminant pour moi par la suite aussi, parce qu'elle est devenue ma garante d'HDR. Donc Françoise Moulin-Civil, oui, c'est un peu égocentré de dire ça, mais quelque part dans ma représentation mentale, elle s'est jointe au cortège, voilà, des gens qui ont la générosité d'accompagner mon parcours d'être humain et mon parcours d'enseignante-chercheuse aussi. Voilà, ça c'est. Et puis j'ai des amis aussi, enfin tous ces gens que j'ai cités sont des amis, mais ils resteront toujours quelque part mes professeurs et mes maîtres. C'est compliqué. Quand je dis j'ai des amis, je pense aux gens de la même génération que moi, que j'ai rencontré. J'ai rencontré Sandra Hernandez à Cuba, dans la cité universitaire, justement, où j'étais logée. Voilà, et j'ai des liens défectifs avec Sandra Hernandez. Euh, Elle a été, oui, elle a été une de celles je sais pas, qui m'a accueilli à Cuba, qui m'a fait découvrir, parce qu'elle vivait à Cuba, donc il m'a fait découvrir entrer plus facilement finalement dans le quotidien. Voilà. Puis le travail, la poésie, la littérature de manière générale. Sandra aussi est quelqu'un qui est dans le. Oui, c'est une de ces spécialistes de la Caraïbe. Euh, et comme Françoise, comme Clémentine Lucien, comme beaucoup de gens voilà, qui, réfléchit sur cet espace si particulier à la croisée de monde au pluriel ben, au moins depuis 1492, mais probablement bien avant. Voilà. Et alors, tu as évoqué un certain nombre de difficultés. Alors, c'est pour constituer ton corpus, on a bien compris que là, il y avait eu du port de sac à dos d'un côté et de l'autre, des lectures, bref, les fichiers, papier, les petits cartons, tout ça. Ok. Après, il a fallu que tu fasses le tri dans tout ça. Bon, j'ai bien compris, plus les sapagones, les problèmes d'électricité et compagnie. Est-ce que tu vois d'autres difficultés que tu as rencontrées? Donc cette fois qui sont moins liées aux spécificités de ton sujet ou au contexte et qui seraient plus générales, je ne sais pas, est-ce que tu as eu du mal à écrire ou... enfin, tu me diras, et puis le cas échéant, quelles sont les solutions que tu as trouvées à l'époque pour que ce ne soit pas une entrave infranchissable? Bon, je vais dire d'abord quelque chose. Je ne sais pas si j'ai raison de le dire, mais je vais le dire quand même, parce que je suis comme ça, conséquence, de toute façon, il y en aura toujours. Moi, ce que j'aime, de ces expériences-là sur lesquelles tu me fais revenir, de recherche, donc, un petit peu, je ne peux pas parler de précarité, parce que moi, j'avais un statut privilégié à Cuba, enfin, dans la mesure où j'avais quand même de l'argent français, quoi. Voilà. Euh, mais voilà, de ces difficultés, bon, moi, j'aime bien ça. Je 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 peux pas m'empêcher de considérer que le travail d'un chercheur et le travail d'un intellectuel, vraiment, je ne peux pas m'empêcher de considérer que nous ne sommes que des travailleurs intellectuels. Je, et quand je dis que des travailleurs intellectuels, j'insiste sur le que, c'est pas pour nous, c'est pas pour nous dénigrer, mais c'est au contraire pour revaloriser cette dimension. Voilà, nous sommes des travailleurs comme les autres. Et le côté, je mets les mains je chine, ou je mets les mains dans la matière, ou cette espèce de bataille contre la réalité, la matérialité, la difficulté à trouver des archives, à les traiter, je sais pas, le livre perdu, alors que tu sais que tu l'as rendu il y a 2 jours et que normalement il a été classé, mais il a été mal classé, et le documentaliste, pour X raisons, le bibliothécaire ne veut pas les chercher, ou alors est-ce qu'il l'a revendu, tu ne sais pas. Enfin, ces éléments-là de la réalité, moi, voilà, j'aime bien être en prise avec. Et peut-être que ça conditionne aussi, d'une certaine manière, notre sensibilité de chercheur et notre approche des sujets que l'on traite. Voilà, moi, je ne considère pas que faire de la recherche, c'est être dans une sorte enfin, d'être à part, d'être dans la tour d'ivoire ou dans un monde au-dessus des
des contraintes. Après, je suis une femme, peut-être que ça joue aussi dans ma façon de percevoir le réel. Allez, on va pas ouvrir le débat ici. Mais sur les questions justement relatives à la période qui suit, c'est-à-dire le moment où tu te dis, voilà, là j'ai remis mon corpus, les choses se sont façonnées, je suis prête à passer à l'écriture. Et là, tu as la réalité, c'est que tu travailles, tu exerces une activité, au mieux, tu as un poste statutaire ou contractuel à l'université, au pire, je sais pas, tu te débrouilles. Des fois, il y a des enfants aussi, hein, parce que la vie passe, la vie, on la vit. Et voilà, donc tous ces éléments-là. Et la question, pour la difficulté pour l'écriture, et ça, je l'ai revu au moment de mon HDR, moi, j'ai personnellement besoin, autant, c'est une organisation du temps différent. On le sait, la recherche, c'est pas que la recherche, tu puisses chercher quelque chose 5 minutes, abandonner, passer à autre chose. Non, il faut quand même du temps. Hein. Mais alors, pour l'écriture, mais pour l'écriture, il faudrait pouvoir se ménager, mais vraiment, quoi, 6 mois minimum, à temps, mais plein, complet, si possible, séparé du monde, dans une bulle, pour pouvoir vraiment, et pour moi, c'est sortir, hein, concrétiser voilà, par le fait d'écrire ce qui finalement a été déjà pensé. Ça, c'est le plus difficile. Donc, voilà, lorsque on a une vie personnelle, une vie familiale, on a une vie professionnelle, ce qui est compliqué, c'est ça. J'ai pris un congé, moi, j'ai pris un congé pour pouvoir boucler l'écriture de la rédaction de ma thèse. Et puis, je le dois aussi ça va être à mes grands-mères, parce que mes grands-mères, elles m'ont assistée dans la garde, le quotidien, en fait, la garde des enfants de ma fille, et elles m'ont libéré du temps. Voilà, c'était une histoire de femme de la famille. Et je n'aurais pas forcément pu, sans elle, faire ça. Voilà. Bon, pour l'HDR, c'était plus simple puisque j'ai eu la possibilité d'avoir un CRCT. Puis après, c'est une organisation du temps. Encore une fois, à un moment donné, tu dis, voilà, moi, je travaille à 5 heures, je suis dessus. OK, je fais une pause entre midi et 2, et puis j'y retourne. Et puis, je ne vais voir personne pendant... enfin, je ne peux voir personne, c'est un peu excessif, mais c'est ce que l'on dit. Enfin, moi, c'est ce que je dis. Bon, en fait, on s'accommode, voilà. Et ainsi, un processus, tu te mets à écrire, et enfin, moi, c'est ce que je ressens. Hein. Je me mets à écrire, au début, c'est difficile, ça sort, et puis plus ça va, plus c'est fluide, parce que c'est encore une fois un travail intellectuel, et que, voilà, notre cerveau doit être malléable, et puis je sais pas, et puis on rentre dans ce processus d'écriture-là. C'est un moment magique en même temps. En même temps, c'est un moment magique. Moi, je trouve que quand tu as atteint ce moment-là où tu vis pour écrire, je sais pas, tu es je sais pas, c'est pas un univers parallèle, c'est ton univers, mais tu es tout à ce projet, et c'est avoir des ailes, c'est avoir des ailes, c'est un truc extraordinaire. Mais voilà, c'est difficile à obtenir pour des raisons bien souvent bien matérielles, bien pratiques et bien d'organisation du temps. Et c'est ce qui rend souvent compliqué d'ailleurs, bon, ensuite, accepter des responsabilités de pilotage, diriger des étudiants, faire des cours, tout ça, nous donne un volume de travail, et cette dernière année, ça, je pense, c'était plus amplifié encore. Énorme, qui fait qu'on trouve peu souvent la possibilité vraiment de se consacrer entièrement à sa. C'est une forme de création, à cette création scientifique-là, et y compris pour rédiger des articles, y compris qui demandent quand même, hein, voilà, de la recherche. Et ça, alors ça, pour le coup, c'est une frustration. Moi, mon métier me donne, enfin, ma façon de vivre mon métier me pousse à m'indigner, me pousse à manifester, me pousse à me réjouir, à me passionner, mais s'il y a une frustration vraiment ancrée, c'est ça, c'est de constater que le temps dont on aurait besoin en tant qu'enseignant-chercheur pour vraiment pouvoir régulièrement faire de la recherche, et voilà, et
tu vois, ne pas être simplement dans la situation de dire, ah, mais ça, tiens, j'y ai pensé. Dans la conversation, dans le dialogue avec les étudiants, quand tu prépares un cours, combien de fois ça m'arrive? Oh, ça, c'est un sujet ou un thème que j'aimerais travailler. Et puis, bah, j'ai mes archives avec tous les sujets à faire ou les sujets que j'aimerais faire et que je n'ai jamais le temps, voilà, de faire parce que ben, mon peu de temps est pris par d'autres fonctions. Donc, je pense, un grand problème de l'exercice du métier ou de l'organisation du métier d'enseignant-chercheur aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas le temps, on ne donne pas le temps de continuer à, à alimenter notre recherche, à faire progresser notre recherche et notre démarche. Tout à fait, tout à fait. Ça, c'est effectivement le grand problème, tout en exigeant qu'on le fasse. Donc, je pense qu'on est tous à peu près au bord du burn-out là. Ouais. Il y a un vrai malaise au travail pour les enseignants-chercheurs. Bon, Moi, je suis enfin, bien d'accord. Je pense que là, on a touché le fond. Et puis, enfin, avec le distanciel et le Covid, on n'a plus été finalement sommés de nous débrouiller quasiment seuls. On a inventé quoi. On a inventé la pédagogie. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu des services d'innovation scientifique qui ont tenté de nous donner des outils, mais enfin, oui, il a fallu qu'on se débrouille avec les moyens du bord, oui. voilà. Et Et, pendant ce temps, en effet, des mesures qui continuent à fragiliser nos métiers, nos fonctions. et nos statuts. Ouais. Mm. Bon, alors, revenons à tes ailes. Tu sais, les ailes de l'écriture qui te portaient, etc., etc. Donc, elles t'ont porté, hop, et un jour, elles t'ont déposé dans une salle. C'était la salle de ta soutenance. Et on était au jour J. Donc, est-ce que tu peux commencer par nous dire qui étaient les professeurs qui composaient ton jury? Oui, absolument, mais je vais commencer par ne pas répondre à ta question. Justement, tu vois, quand tu me parles, quand tu évoques ma soutenance, il y a un nom qui me revient à l'esprit, c'est Françoise Crémou, qui était maître de conf à Paris 8, et donc j'étais sa jeune collègue, parce que moi j'étais à TER peut-être alors, et qui m'a dit, Sylvie, tu vas te retrouver face à une piscine, tu vas devoir plonger, mais toi tu sais nager. Et c'est une petite image qui fait que lorsque je me suis retrouvée face à mon jury, donc bon, Paul Estrade était là, mais c'était mon directeur de recherche, et je ne l'ai tutoyé qu'après la soutenance de thèse. Et ça m'a pris, et c'est lui qui m'a demandé de le tutoyer, et ça a été difficile de passer du vous au tu, parce que c'est bon. Et il y avait Michel Guichard-Notolis, qui était professeur à Pau, spécialiste de littérature, littérature et société cubaine au XIXe siècle. Perla Pietrich, de Paris 8, Claude Fell faisait partie de mon jury, et Jacqueline Cauveau. J'avais c'est un beau jury. Oui, C'est un beau jury. c'est ce que j'allais te dire. Dis donc, sacré jury, là. C'était ouais. J'avais peur. Voilà, c'est J'avais ce que peur. c'est ce que j'allais te dire. Quel souvenir est-ce que tu gardes du fond de ta piscine, là? Ouais, ouais, ouais. Écoute, la famille était là, les amis étaient là. C'est tellement important ça de savoir que derrière toi, on te soutient. Oh, comme tu sens hein, qu'il y a tu sens cette présence. Euh, et puis, finalement, une fois commencé la soutenance, je sais pas, j'ai déroulé. Mais il faut tout de même reconnaître, si tu as bien fait ton travail et bien travaillé, tu es quand même en maîtrise du sujet que tu présentes. Donc, voilà, tu t'aperçois bien vite que tu sais de quoi tu parles. Après, j'ai un souvenir exceptionnel des échanges qu'il y a eu avec les membres du jury, les enseignants-chercheurs. Donc, chacun avec leur personnalité, puis c'est comme un match. Hein, le ressenti des amis, de la famille, c'est ça, c'est un match. Alors, donc, certains plus sévères, plus exigeants, mais un débat, mais j'ai adoré participer à ces échanges. Je me rappelle en particulier un échange avec Fell,
avec Claude Fell. Je crois que c'était euh, au sujet de la question du lectorat. C'était extrême, mais c'était enfin, un débat, un échange intellectuel, une vraie soutenance de thèse, où tu n'es pas juste là, voilà, pour encore une fois, dérouler, puis on te pose deux, trois questions, on te fait deux, trois remarques. Ils m'ont vraiment fait ce cadeau-là de. Voilà, il y avait de la discutatio, quoi. C'était grand souvenir, C'est bien, c'est bien. vraiment. Merci de. Bon, alors, dans quelle mesure est-ce que l'enseignante et la chercheuse que tu es aujourd'hui continuent d'être influencées par ce travail? Alors, moi, bon, je suis d'un milieu d'enseignants aussi, hein. Troisième génération oui, troisième génération d'enseignants. Euh, je pense que j'ai été très, alors, marquée par cet héritage-là. Je prétends pas être une grande pédagogue, mais je pense que quand même il y a des dispositions, des choses qu'on a appris enfant qui comptent. Voilà. Et je l'ai retrouvé ou je l'ai nourri également avec justement mon expérience, l'expérience que j'ai eue moi en tant qu'étudiante, peut-être qu'avant élève, mais surtout en tant qu'étudiante. Le fait d'avoir commencé ma carrière à Paris 8, où tout de même tu étais allocataire monitrice en première année de doctorat, et puis on te demandait de participer aux réunions de département, et on t'écoutait comme un membre entier de l'équipe pédagogique. Voilà, ce sont des choses importantes dans, oui, dans le fait qu'une personnalité professionnelle se forme et se construit. Euh, euh, donc les échanges avec ces enseignants qui avaient été, encore une fois, mes professeurs, et qui ont après été mes collègues, même si pour moi c'était un peu plus que des collègues, euh, leur bienveillance, euh, leur accompagnement, moi je pense que tout ça, j'espère l'avoir suffisamment valorisé dans le rapport que j'entretiens avec mes étudiants. Alors, il y a certainement des différences entre les étudiants de licence et les étudiants de master et de doctorat. Forcément, on n'a pas la même proximité, ni, voilà, ni le même lien, mais dès que je peux, je fais en sorte que mes étudiants, alors maintenant nous avons Erasmus, puissent voyager, puis surtout, c'est pas simplement un voyage, puissent aller se former en étudiant un an à l'étranger, voilà, dans l'université, dans la formation qui convient le mieux à ceux qui savent de leur projet et de leurs perspectives. Hein, c'est pas juste, je les envoie en Espagne, ils diront qu'ils ont fait l'Espagne. Non, non, ça, je peux être très, très embêtante avec ça, justement, parce que peut-être trop, très cadrante. D'aucuns diront trop. Enfin, moi, je pense que voilà, ça fait partie de mes fonctions de professeur, enfin, d'enseignante, accompagnante. Créer chaque fois que c'est possible les conditions d'un échange et d'un débat. Alors, c'est souvent plus possible dans les masters. Et tu viens de faire revenir à ma mémoire le déroulement de la soutenance, c'est ce que j'en garde, c'est ça, quoi. C'est le débat, l'échange intellectuel, argument contre argument. Voilà, ça, j'aime. Et ça, alors évidemment, en licence, c'est extrêmement compliqué. En master, ce sont des choses, on a des petits groupes que l'on peut arriver à imposer. Tu vois, très, très, très étrangement, cette année, l'imposition du distanciel, enfin de la visioconférence, a permis que de manière peut-être plus libérée de la part des étudiants, on entretienne, enfin on engage ce genre de relations pédagogiques-là. Donc j'espère, je verrai, mais l'avenir le dira, hein, si une fois le pris, la parole prise, hein, ça peut se concrétiser, se poursuivre dans la relation. Donc ça, c'est important pour moi. Euh, euh, vraiment l'accompagnement des étudiants, alors pas de tous les étudiants, encore une fois, tu peux pas accompagner 200 étudiants, on est d'accord. Donc, je vais contenter de me centrer sur ceux qui en licence sont demandeurs, ceux qui en master et surtout en doctorat, voilà, le sont. Mais
j'essaie de les suivre au mieux, de ne pas être une directrice de recherche invasive ni envahissante, mais d'être en effet là, bienveillante, qu'ils sachent que, je sais pas, qu'ils peuvent me solliciter, qu'ils peuvent voilà, compter sur moi et de les mettre dans les meilleures dispositions possibles pour qu'ils puissent eux-mêmes profiter de ce qui quand même est une magnifique période enfin, de la vie, quoi. Mais de masterante, de doctorante, mais enfin, les années, ce sont des années d'étudiants en général, mais ces années-là où tu finalement t'es mis en demeure de produire ton chef-d'œuvre au terme de tes études. Moi, je trouve que oui, je vais encore avoir des étoiles dans les yeux, je n'ai pas de mots. C'est extraordinaire. C'est une expérience extraordinaire. Une des expériences extraordinaires de la vie. Mais voilà, quelque chose. Donc, si je peux faire en sorte qu'ils y arrivent, voilà, je le fais et j'accompagne. Après, c'est à eux d'en tirer ce qu'ils peuvent. Et ce qui me désole toujours, c'est de voir mais le manque de financement que les étudiants de nos disciplines ou les étudiants des disciplines de sciences humaines sont les victimes. Sont les victimes. C'est vrai, c'est vrai. Il y a, il y a des choses, des jeunes qui arrivent avec des sujets novateurs, vraiment des façons de poser les problèmes scientifiques qui sont innovantes. Tu le sais, voilà, enfin, et qui ont plein d'envie. Et on les fauche parce que, ou on les met en difficulté, ou on accumule les difficultés. Et là, c'est pas un petit sac à dos de 20 livres. Hein, parce que les 20 livres, j'en ai tiré profit. Puis c'était 20 et 20, d'accord. Mais voilà, mais eux, on leur met vraiment des pierres dans le sac à dos. Et ils fournissent des efforts absolument démesurés pour avancer. Et je Alors, le déplore tellement. Voilà, qu'on n'accompagne pas les jeunes comme on alors devrait. ben, en parlant des jeunes doctorants, quels sont les conseils que tu leur donnes? Alors, est-ce que je leur donne des conseils? Nécessairement. Euh, Est-ce que je leur donne des conseils? J'ai la chance d'avoir des doctorants alors, je pense que ils sont, enfin, je les forme à l'autonomie. Je pense que c'est important. J'étais moi-même en demande de cela. Et j'essaie de m'accorder à ce que je ressens de leurs besoins dans la mesure de mes possibilités. Bon, je ne suis pas non plus magicienne. Justement, les contrats doctoraux ne sortent pas de ma poche. Je suis désolée, mais bon. Si un doctorant a besoin d'un suivi plus régulier, etc., ça, je le fais. Les conseils que je leur donne, d'être méthodique, euh, de, de ne pas se mettre de pression inutile. Ben oui, ben c'est difficile, mais on peut au moins leur dire et ne pas en rajouter. Voilà, c'est ce que l'on peut faire, c'est ça. Après, la pression est un moteur aussi. Hein. Il faut juste qu'elle ne t'engloutisse pas. Donc, d'apprendre à la, voilà, à la gérer. Euh, Grâce au Grial, en fait, c'est Françoise qui avait, lorsqu'elle était directrice du groupe de recherche interdisciplinaire sur les Antilles hispaniques et l'Amérique latine, qui avait euh, ouvert ce qui est devenu maintenant une habitude, donc une journée des doctorants par an dans le cadre voilà, des travaux des séminaires de l'équipe de recherche. Donc ça, moi, je l'ai poursuivi. Donc tous mes doctorants, j'en ai 6 actuellement, tous mes doctorants savent qu'une fois par an, ils vont présenter voilà, l'avancée de leurs travaux, en plus du comité de suivi, devant un public justement de spécialistes latino-américanistes, parce que c'est ce qui est intéressant aussi. Et puis avec, encore une fois, devant un public qui est quand même composé d'enseignants chercheurs qui sont des pointures. Enfin, voilà. Sandra Hernandez, Clémentine, Françoise, Janice Argaillot, enfin bon, tous les membres de l'équipe, j'en oublie. Donc, voilà, leur donner ça. C'est-à-dire, moi, ma problématique, ce serait, en effet, les guider, mais ne pas les brimer, les laisser éclore parce que c'est leur pensée, pas la mienne. Mais je suis là, encore une fois, pour ben, leur
bâton pas pour les battre, mais leur bâton pour prendre appui. Et voilà, et lorsqu'il arrive qu'il y ait des divergences de méthode, j'en parle avec eux. Et puis, tout ce que je leur demande, tu sais, une thèse, elle n'a pas besoin d'être juste ou fausse, il faut qu'elle soit argumentée. Enfin, donc, c'est ce que j'essaie de leur apporter. Et, et en termes de conseils, le conseil de cette dernière année, ça a été tenez bon, essayer de mettre à profit cet enfermement forcé pour finalement arriver à faire ce après-concours, c'est-à-dire avoir du temps disponible pour l'écriture et uniquement l'écriture, cela pour les plus avancés. Pour les moins avancés, donc les plus jeunes, essayer de trouver, de travailler sur les archives mises en ligne, parce qu'heureusement, beaucoup d'archives ont été mises en ligne et ouvertes. Merci au centre, au centre d'archives et de documentation. Et puis tenez bon. Et moi, je ne sais pas toi, mais c'est vrai que moi, le début du confinement, je pensais que j'allais aussi pouvoir me libérer du temps pour écrire. Franchement, je me suis dit, chouette, enfin. Et ça n'a pas été du tout. Voilà. Et puis ensuite, allez, de meilleurs temps viendront. C'est sûr. Parce que, voilà. Voilà, je te ramène, toi, à ta thèse. Est-ce que tu l'as relue? Jamais en entier. J'avais commencé à la relire, je relis des bribes. Et je suis étonnée. Mais ce n'est pas une expérience que je n'ai vécue qu'avec la thèse. Bon, déjà, je ne relis pas la première partie, la partie historique, parce que depuis, heureusement, beaucoup a été fait, beaucoup a été publié. Bon, donc je relis les parties qui rentrent dans l'analyse, dans le dur, et j'ai toujours cette impression étrange que ce n'est pas moi qui suis l'auteur de ces lignes. C'est étonnant, ça, hein, comme on met à distance, sans mettre en distance. Et alors, tu sais, aujourd'hui, je trouve que, allez, je n'étais pas si mauvaise que ça. Parce que forcément, je me dénigre tout le temps. Je ne suis jamais satisfaite, jamais contente de mes travaux. Voilà. Et c'était pas si mal. Alors, aujourd'hui, je ferai autrement, forcément. Aujourd'hui, j'ai quelques années de plus. Mais vraiment, c'était... Il y a même de belles pages. Ah. Bon, bah ça va, du coup, tu ne fais pas partie. Tu ne fais pas Mais partie. je peux le dire parce que c'est quelqu'un de très différent de moi. J'ai l'impression de lire une inconnue. C'est très étrange. Tu ne redécouvres pas un texte puisque tu le connais. C'est un processus particulier. Hein, tu l'as vécu aussi. Oui, c'est à la fois de la distance, en même temps on s'attendrit un petit peu sur soi-même en se voyant tout petit et avec les défauts, le potentiel. Enfin, c'est effectivement très curieux. C'est comme vous regardez une photo de soi d'il y a très longtemps, en fait. Et alors, pour finir, est-ce que tu veux bien nous lire la première phrase de ta thèse et nous en faire un petit commentaire? C'est très drôle. Mais en fait, la première phrase de mon introduction, elle ne me ressemble pas. Peut-être, forcément, elle me ressemble. Disons que si tu m'avais proposé ou m'avais demandé de choisir une phrase qui me représente et qui parle de moi, je n'aurais pas choisi cette phrase-là. Parce que c'est la première phrase de la thèse, mais c'est très intéressant justement que tu fasses cela. Et donc, elle est nécessairement formelle, académique. Donc, à la source de notre recherche, il y a certainement notre intérêt pour la littérature. C'est la première phrase. Allez, lis la 2 et la 3, lis la 2 et la 3 pour qu'on ait une unité un peu concrète. Je reprends alors. À la source de notre recherche, il y a certainement notre intérêt pour la littérature. Cet intérêt nous a porté à nous interroger sur la nature du fait littéraire et plus particulièrement sur les relations dialectiques entre le créateur, la société et l'objet littéraire. Que cette préoccupation se soit cristallisée sur la culture cubaine n'est pas accidentel. Il y a là, tout d'abord, l'attrait pour un pays dont l'histoire et la culture particulières sont marquées par la recherche de repères distinctifs en lui-même, dans le continent, dans le monde. Il y a aussi des rencontres avec des enseignants, historiens ou littéraires, qui surent à la fois me faire partager leur passion pour une histoire et une littérature riche d'enseignement et d'ouverture, et m'apporter une approche méthodologique que j'ai tenté d'adopter et à laquelle je tenterai humblement de rester fidèle.
Alors, qu'est-ce que tu fais comme commentaire rétrospectif de ces lignes? Je n'ai pas tant changé. Commentaire rétrospectif. Donc, c'est une phrase introductive d'une thèse où, en effet, il s'agit en deux, trois mots oui, de poser ton sujet dans un- un panorama, un paysage donc, qui est divers, qui est, encore une fois, institutionnel, formaliste. C'est Et pas en ma même meilleure phrase, en fait. La meilleure phase de ma thèse n'est pas la première. Moi, je la trouve, franchement, je la trouve plutôt conformiste. J'ai l'impression d'être particulièrement. Enfin, c'est si peu original. Nous interroger sur la nature du fait littéraire, sur les relations dialectiques entre le créateur, la société, l'objet littéraire. Oui, enfin, là, je n'ai pas inventé grand-chose, franchement, quoi. Non, je ne suis pas très satisfaite de ma thèse. En revanche, il y a des mots comme la source, la cristallisation, l'attrait, la passion, le continent, le monde, la recherche de repères peut-être aussi, et les rencontres. Donc ça, les rencontres. ouais, Voilà. c'est ce que j'allais te dire, c'est que par-delà bon, les passages convenus, déjà tu parles à la première personne, et puis il y a un investissement de l'individu chercheur qui est derrière, alors que très souvent les accroches sont purement informatives. Donc tu es là quand Ah, même dans cette première phrase. peut-être. Alors donc peut-être, c'est peut-être, oui, c'est possible. Oui. Il y a le mot fidélité aussi. Je pense que c'est quelque chose qui est important pour moi. Pas une fidélité aveugle, mais oui. Oui, peut-être, elle y est beaucoup. Donc, elle me ressemblerait, finalement. J'ai essayé de placer. Ah, c'est la magie de l'écriture, même de l'écriture Académique. formelle. Ouais, Mm. très intéressant. Donc, oui, je te remercie. Je vois découverte. La phrase suivante commence par il est la découverte et le goût d'une littérature riche et variée. Donc, on est vraiment encore dans un rapport passionné, mais vivant, presque, je te disais tout à l'heure, organique, terriel, matériel à ce que l'on travaille. Moi, j'allais dire charnel, mais tu vois, si tu préfères organique, écoute, C'est vrai que charnel, c'est plus beau, c'est mais pas je plus n'osais beau. pas. Mais pourquoi pas? C'est pas un gros mot non plus. Oui, il y a quelque chose de sensuel aussi au-delà de charnel dans le rapport à, à cette, à cette expérience voilà, intellectuelle, mais de vie aussi. Encore une fois, je ne distingue. Il est très difficile, je ne vais pas faire d'allusion tendue, mais il est très difficile pour moi de distinguer mon travail, euh, mes fonctions en tant qu'enseignante-chercheuse et ma vie, et l'un nourrit l'autre. Comme lorsqu'au moment de l'HDR, on vous demande finalement de réfléchir justement à la relation entre enseignant et chercheur, et tout d'un coup, tu découvres, un petit peu avant tout de même, mais tu découvres à quel point il y a un dialogue permanent entre eux, voilà, ton évolution de chercheur, tes recherches, et le rapport et je sais pas, le métier d'enseignant, c'est pas le rapport avec les étudiants, c'est les sujets que l'on aborde. Mm. Donc, c'est ce côté systémique, un peu total de ce métier qui est, qui fait que je ne regrette pas la route que j'ai suivie, mais qui fait que oui, j'enrage quand je vois que, alors pour le coup, c'est une patte, une aile qu'on nous coupe pour de mauvaises raisons, et, et, et que les petits oiseaux qui ne sont pas forcément euh, nos descendants, mais qui sont nos descendants intellectuels, enfin, que nous formons, voilà, je crains quelquefois qu'ils n'arrivent même pas à éclore. C'est vraiment, Écoute, faisons le pari qu'il y vraiment aura dramatique. un retour de balancier, que ça reviendra. Voilà. L'histoire nous dit ça. Allez, que des jours meilleurs, les jours meilleurs peuvent Sont devant nous. arriver si on fait en sorte qu'ils arrivent. Et je pense que enfin, l'hispanisme en France est
est une discipline justement diverse, riche, bien sûr, qui a évolué, qui doit évoluer comme toute chose finalement, mais que ce serait vraiment dommage qu'avec ses spécificités, on ne la... Enfin, en tant que discipline, d'autres disciplines hein, sont aussi menacées voilà, dans la formation-recherche, mais qu'on n'arrive pas à mieux la soutenir. T'inquiète, on est encore nombreux à vouloir la défendre et à mettre les moyens pour le faire. On n'a pas dit notre dernier mot. Notre dernier mot, non mais je suis d'accord, on n'a pas dit... En effet, et puis nous avons tous des manières différentes, mais qui sont concomitantes de parvenir à avancer. Oui, oui, et je pense qu'on a une proposition en plus avec ça, c'est toute l'histoire peut-être au-delà de l'hispanisme de l'université en France, mais je pense qu'on a une proposition intellectuelle à faire. Je veux dire, au-delà des cultural studies ou des latino studies ou des spanish studies, je pense que voilà, quand nous faisons de l'histoire culturelle, de l'étude culturelle, nous avons une proposition intellectuelle singulière et riche et qui ne doit pas être, que nous ne devons pas laisser dissoudre ou assimiler à d'autres propositions. Et voilà. Bien. Eh ben, restons sur ces belles paroles de revendication qui me plaisent beaucoup, évidemment. Sylvie, je te remercie beaucoup, beaucoup pour cet entretien et globalement d'avoir accepté de participer au projet Ma thèse et moi qui me tient à cœur. Merci beaucoup. C'est moi qui te remercie énormément.